Nous sommes en compagnie de Nadia Rab, qui est originaire d'Égypte, qui vit en Tunisie, mais qui vit en fait entre trois pays. Son livre s'intitule Dépassement. Il est paru aux éditions Arabesque. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, des nouvelles qui racontent des époques, des pays différents et qui racontent également les barrières, les frontières, les élans qui peuvent séparer et rassembler les gens. Le recueil contient 8 nouvelles et une introduction et il nous fait pénétrer dans un monde entre présence et absence, entre vieillesse et modernité, entre également des êtres que des barrières peuvent séparer et surtout des élans qui peuvent les amener vers l'autre. Nadia Rab est avec nous aujourd'hui, nous allons parler de son recueil, ce livre. Nadia Rab, quelle est sa genèse? Merci Hatem. Écoute, ce livre n'était pas conçu pour être un livre. Ce livre est né de certaines circonstances où, devant la présence simultanée d'une personne et d'un lieu, des présences très fortes toutes les deux, et qui avaient une relation entre elles, j'ai senti une émotion très forte. Et cette émotion-là était un petit peu, comment dire, bouleversante, ou enfin, ça me perturbait un petit peu. Et la bonne manière de me libérer un petit peu de cette instabilité ou de ce malaise, c'était de mettre la chose par écrit. Alors, ça s'est passé comme ça, par exemple, pour mon hashish. J'ai habité Sidi Bou Saïd pendant très très longtemps, enfin non, pas très longtemps, disons pendant 9 ans, et notre maison surplombait le Café des Nattes. Donc, de notre terrasse, on avait vue sur le Café des Nattes, et je connaissais bien ce serveur qu'on appelait Baka, que tu as peut-être connu, que tout le monde connaît un petit peu, et qui a fait quelque chose de particulier, une ambiance, une charge secrète, un mystère. Et ce personnage m'impressionnait beaucoup. Et il allait tellement bien avec le Café des Nattes, avec Sidi Bou Saïd, que chaque fois que je le regardais, ça me faisait quelque chose. Mais ça, c'était dans les années 80-90. Et à l'époque, je travaillais énormément. Je dirigeais un labo de recherche, j'avais des enfants petits, j'avais une maison. Il n'était pas question d'écrire. Mais enfin, dans ma tête, ça travaillait. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai pu enfin mettre sur le papier ces choses-là. Et bien sûr, broder un petit peu dessus, c'est-à-dire extrapoler. Et ça a donné la nouvelle de Mohashish. Et les autres choses, c'est pareil. Ça a été chaque fois comme ça, sous l'impulsion d'une émotion très forte, de quelque chose qui me prenait et dont j'avais besoin, non pas de me délivrer, mais, comment dire, de ne plus être déstabilisée par cette émotion trop forte. Et donc, en la mettant sur le papier, disons en l'ordonnant, en l'articulant, en l'exprimant, ça me permettait de me reposer. Voilà. Alors, dans vos nouvelles, il y a des univers, il y a de l'impressionnisme, il y a des observations, il y a beaucoup de sensibilité, et vous essayez d'évoluer à travers des personnages. La nouvelle Jeu de miroir en train, par exemple, a retenu l'attention de tous les lecteurs. Oui, ça, oui. C'est une nouvelle... bon, j'ai souvent été inspirée par un personnage. Je vous ai dit, par exemple, pour Mohashish, c'était le serveur de Sidi Bou. Bon, des gens que je ne connais pas bien. Une fois, effectivement, en train, j'ai vu une jeune fille qui me paraissait porter un mystère. Et bon, je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais adressé, on ne s'est même pas souri, on ne s'est même pas... Mais bon, elle m'a, comment dire, elle m'a habitée pendant un certain temps. Et donc, j'ai eu envie d'inventer son histoire sans vraiment la connaître. Et puis, je me suis dit, mais après tout, c'est pas juste. Il y a une personne qui se projette pour l'autre, sur l'autre. Peut-être que l'autre aussi aurait envie de se projeter sur la première. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ce dialogue à deux voix dans lequel il n'y a aucune parole entre les deux. Il y a à peine un sourire et un regard qui s'échangent, mais il n'y a aucune parole. Mais il y a quelque chose qui passe entre les deux. Et mon idée, un petit peu derrière cette nouvelle-là, c'est que quelquefois, il peut y avoir quelque chose qui unit deux personnes sans qu'elles le sachent et qui permet à chacune de deviner un petit peu l'autre. Dans cette nouvelle-là, chacune des deux a un secret.
Aucune ne connaît le secret de l'autre, aucune n'est même sûre que l'autre a un secret, mais en étant en présence l'une de l'autre, il y a comme une alchimie qui se fait, et chacune devine un petit peu une part d'elle-même en l'autre. Il y a comme une projection, et c'est ça ce jeu de miroir. Et justement, ce qui sépare, ce qui rapproche, c'est ce qui vous intéresse le plus dans ces nouvelles. C'est un peu le filigrane de ce travail, cette tension vers l'autre qui est permanente dans vos travaux. Oui, oui, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, je crois aussi. L'autre m'intéresse beaucoup, l'autre me fascine presque. Et j'ai l'impression qu'il y a une attraction de l'un vers l'autre, même en dehors de moi. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent une attraction forte envers quelqu'un d'autre, et quelquefois ça se passe bien, assez peu de temps, pas très très souvent je crois, et très souvent il y a des obstacles extérieurs aux deux personnes, c'est-à-dire des obstacles qui viennent de la société, qui viennent des traditions, qui viennent des interdits, qui viennent des stéréotypes et tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ou d'analyser à la fois cette force d'attraction forte qui rapproche deux personnes, et en même temps, cette force, non pas de répulsion, mais d'éloignement, de distanciation. Bon, la distanciation, on peut en parler en ce moment. Hein. Donc, il y a le jeu de ces deux forces-là. Hein. Et cette tension, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Et je trouve qu'il y a différentes façons de la vivre. Et justement, vous la débusquez dans des époques et des pays différents. Et elle est toujours similaire. C'est assez extraordinaire quand même. Peut-être parce que c'est la problématique qui m'intéresse à moi. Et bon, j'ai navigué un peu à travers des pays, c'est vrai. Et là, c'est vrai que j'ai navigué aussi à travers le temps. Je crois que je dois avoir un peu de sang gitan, peut-être, dans les veines, je ne sais pas. J'ai découvert il n'y a pas très très longtemps que le mot gitan avait la même racine que le mot Égypte. Voilà. Et donc, les gitans, il y a beaucoup de gitans en Égypte, chose que les Égyptiens ignorent complètement. Par exemple, Met-El, qui est un grand artiste égyptien du sud de l'Égypte, de la Haute-Égypte, est très connu, très apprécié par les Égyptiens. Personne ne sait qu'il est gitan d'origine. Bon, alors moi je suis purement copte d'origine sur le plan du sang, je pense qu'il n'y a pas eu de mélange, mais je pense qu'il y a des métissages culturels. Je pense que même parmi mes ancêtres, il y a dû y avoir une fréquentation avec des gitans. Et donc, moi j'ai ce besoin de bouger d'un monde à l'autre, et peut-être même d'une époque à l'autre. Et ça nous mène au titre même du recueil, Dépassement et au pluriel. Oui, oui. Dépassement de diverses frontières, dépassement de tout ce qui empêche les gens de se rapprocher les uns des autres, dépassement aussi de toutes les barrières qui sont un petit peu arbitraires et qui sont cruelles, comme par exemple entre les vieux et les jeunes, l'ancien et le moderne. Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois vieux et jeune? Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois ancien et moderne? Et même la barrière entre les morts et les vivants. Même celle-ci, je pense qu'on peut la dépasser. En tout cas, j'ai envie d'essayer de la dépasser, et il y a une de mes nouvelles dans laquelle on essaye de la dépasser. Et puis aussi, ce titre de dépassement, je l'ai bien mis au pluriel, parce qu'il y a tous ces dépassements entre les gens, entre les stéréotypes, etc. Mais il y a aussi le dépassement de soi-même. Parce que je pense que chacun de nous est lui-même enfermé dans un carcan. Le carcan de sa conjoncture, de certains déterminismes, des déterminismes sociaux, familiaux, nationaux, des déterminismes de son vécu et de son histoire, etc. Et qu'on a envie parfois d'aller vers quelque chose de plus large, comme une rivière qui a envie de se jeter dans la mer. Hein. Et donc, il s'agit de dépasser tous ces carcans-là. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est peut-être mon côté gitan, c'est de dépasser un petit peu ce qui nous enferme dans des enclos trop étroits. Que peut dépasser une gardienne de phare ou encore un cosmonaute fantôme? Ah, oui. La gardienne de phare, elle peut dépasser certaines limites de son existence un petit peu limitée et aller vers un monde complètement différent, qui est celui d'une mondaine avec laquelle elle n'a rien de commun et sur laquelle, au départ, elle a même des préjugés. C'est la gardienne de phare qui rejette l'autre. Elle a des préjugés
envers cette femme un peu futile, un peu frivole, je ne vais pas dire son identité, mais un petit peu mondaine, qui lui paraît superficielle, qui lui paraît surfaite, artificielle, etc. Elle a des préjugés envers elle. Et petit à petit, elle s'aperçoit à son propre étonnement que ses préjugés ont fondu et qu'elle arrive à entrer dans la personne intime de l'autre. Et l'autre aussi a dépassé ça. Et ce sont deux personnes de mondes complètement différents. A priori, elles n'auraient pas dû se connaître ou au moins pas devenir amies. Et voilà qu'elles arrivent toutes les deux à dépasser ça et à créer une amitié très forte. Et alors, je crois que pour cela, ça veut dire que chacune d'elles doit un petit peu se transformer. Et il me semble, enfin, j'ai essayé de montrer la transformation lente et assez subtile peut-être que chacune d'elles doit opérer au-dedans d'elle-même. Donc pour dépasser son fini, son petit carcan, son petit monde étroit, dépasser ça et aller vers l'autre que rien ne prédisposait à connaître. Alors que le cosmonaute fantôme, lui, il évolue en plein infini. Ouais, oui, celle-là alors c'est un peu dur. Ça c'est la nouvelle la plus... C'est une femme, c'est une jeune femme de 27 ans. Et ce qui m'a fait écrire cette nouvelle, c'était au moment de Gagarine. Moi j'ai vécu ça, j'avais une douzaine d'années. Et c'était un événement dont toutes les radios parlaient à l'époque. On regardait moins la télévision c'était très nouveau, mais les radios parlaient beaucoup de ça à l'époque. Et j'étais tombée tout à fait par hasard une fois sur une émission qui racontait qu'avant Gagarine, les Russes avaient lancé plusieurs cosmonautes dans l'espace, mais n'avaient pas réussi à les ramener sur Terre. Et ça m'avait terriblement angoissée. Je m'étais mise dans la peau de ces cosmonautes-là, qui pouvaient comme ça tourner pendant des années et des années et des années. Ce que j'avais oublié, c'est que, faute de nourriture, ils allaient mourir assez vite. Mais à 12 ans, on ne pense pas à la mort. Donc je me disais, ils vont tourner comme ça éternellement dans cette solitude terrible. Et elle, je crois que c'est celle qui n'a pas réussi à dépasser quelque chose. C'était trop. Mais pourtant, c'est l'infini. Elle était, sur le plan spatial, elle était dans l'infini. Mais ce qu'elle n'a pas pu dépasser, c'était le mur de la solitude. Et elle en est morte. Elle est morte de solitude. Tous ces propos nous introduisent pleinement dans la substance de ce recueil de nouvelles. Toutefois, vous avez tenu à placer une introduction, un texte chapeau qui, justement, nous révèle un peu la méthode et les objectifs. Oui, oui. Quand j'ai proposé mon texte à un éditeur, il a beaucoup aimé toutes les nouvelles, mais il m'a dit elles appartiennent à des mondes trop différents. Ça peut être un tout petit peu déstabilisant pour le lecteur. Et il m'avait proposé d'écrire une nouvelle supplémentaire dans laquelle je me présenterai et j'expliquerai un petit peu ma vie et ce qui peut donc expliquer tout ça. Et moi, je n'avais pas envie de faire ça. Je n'avais pas envie d'expliquer ma vie. Et donc, à la place de ça, j'ai fait cette introduction qui explique un tout petit peu mon propos et peut-être mon intention, ou bien plutôt la préoccupation qui m'habite, ce dépassement qui m'occupe et qui m'intéresse. On peut se poser une question en lisant votre recueil de nouvelles. La question est la suivante. Où est la scientifique dans tout ce dispositif? Elle est partout en fait, mais en même temps elle est nulle part. Mais je crois que c'est ma destinée, d'être partout et nulle part. J'ai l'impression. Hein. Dans tous les domaines, je me sens, que ce soit dans des pays, donc dans des espaces physiques, géographiques, je me sens un petit peu partout chez moi. Même en Californie, je me sentais un peu chez moi pendant un séjour de 5 mois. Et je ne me sens nulle part tout à fait chez moi. Alors, ça serait peut-être à vous de dire où est la scientifique, mais moi, je n'avais pas envie de mettre la scientifique là-dedans, mais je crois qu'elle transparaît peut-être par endroits. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils la sentaient dans une certaine précision, une certaine rigueur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va laisser passer ce petit bruit. On va le laisser passer complètement. On est bon quand même. Hein. Nedia Arab, des projets d'écriture prochainement? Oui, en cours. Un roman cette fois-ci. Un roman qui est presque terminé, qui devrait être terminé dans 2 ou 3 mois.
qui a été écrit en très grande partie pendant le confinement. Et justement, c'était peut-être un besoin de dépasser le confinement et de dépasser un cadre trop étroit dans lequel j'étais enfermée, comme nous tous d'ailleurs. Et donc, à travers l'écriture, ça permet d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours besoin d'être quelqu'un d'autre. La gardienne de phare, moi, j'ai été pendant 6 mois une gardienne de phare. Le temps de faire ma documentation, disons, c'était un rêve de quand j'étais petite. J'ai toujours rêvé de vivre sur un bateau. Bon, on m'a dit non, ça ne se fait pas, ça n'existe pas, etc. Alors j'ai un petit peu rabaissé mes ambitions, j'ai dit, alors je veux être gardienne de phare. On m'a dit, mais non, c'est pas un métier d'intellectuel, on n'a pas besoin de faire d'études pour ça, etc. Bon, on m'a cassé mon avenir et tout. Et alors, bon, je me suis résignée, j'ai fait une carrière de scientifique et tout, mais quand j'ai eu ma retraite, j'ai eu envie. Bon, j'ai fait 2 séjours, un dans l'île de Bréa de 3-4 jours et un autre à Belle-Île de 3 jours. Et tout ça m'a donné envie d'écrire sur cette gardienne de phare. Et donc, je suis devenue gardienne de phare. Vraiment, je sentais que j'étais gardienne de phare pendant 6 mois. J'ai tout appris. Comment on nettoie la lanterne, à quelle heure on allume, comment on fait la rotation du système. Tout, j'ai tout appris et j'ai vécu pendant 6 mois. Et donc, le nouveau roman, c'était pendant le confinement, j'avais besoin d'être quelqu'un d'autre que ce personnage emprisonné que j'étais et d'ouvrir un petit peu des horizons.